Alors, donc oui, donc moi je vais vous parler des chimères. Alors, bon, déjà, reposons un peu le cadre. Je pense que ça a échappé à personne que depuis 2 ans, il y a une loi de bioéthique, un projet de loi de bioéthique qui est en cours de vote. Et que, bon, on l'a tous remarqué, c'est principalement focalisé sur la procréation médicalement assistée, du coup, pour les couples de femmes lesbiennes ainsi que pour les femmes célibataires. C'est une très bonne chose. Mais il y a aussi d'autres sujets qui étaient à côté qui méritent une attention tout aussi importante, enfin, du moins de mon point de vue, et dont un qui est justement la création d'embryons chimériques, homme-animal, à des fins de recherche. Donc, pour son autorisation. Et donc, bon, vite fait, voyons un peu au niveau international. Donc, il faut savoir que, bon, de manière globale, tout le monde est d'accord pour dire que, bon, qu'il ne faut pas les implanter. Par contre, pour son utilisation à des fins de recherche, donc là, c'est un peu partagé. Donc, il y a des pays qui l'ont autorisé, d'autres qui l'ont interdit. Donc, ceux qui l'ont autorisé, il y a les États-Unis et la Chine, et ceux qui, pour l'instant du moins, l'ont interdite, se trouve la Corée du Sud. Et bon, je pense que tous, on constate que ce sujet est à l'origine quand même de pas mal de tensions juridiques et morales en France. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que si on veut essayer de comprendre en fait un peu c'est la nature, hein, et enfin comment, si on veut pouvoir bien identifier et résoudre ces tensions-là, il y a peut-être au moins 3 sauts épistémologiques dans les sciences de la vie que je vais essayer de vous présenter et essayer d'expliquer. Donc, pour moi, le premier saut qu'il y a eu dans les sciences de la vie et qui est important pour comprendre ce sujet-là, c'est celui qui a lieu entre le 19e siècle et le 20e siècle, donc lorsque la biologie, petit à petit, progressivement, est passée en fait ce qu'on appelle d'une science de la description du vivant à une science de la modification du vivant pour sa compréhension. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la biologiste et académicienne Nicole Le Doirin, qui l'explique très bien en fait, dans un ouvrage qu'elle avait publié au début des années 2000 qui s'appelle Des chimères, des clones et des gènes, où elle précise aussi que l'une des raisons en fait, de ce passage finalement d'une description à la modification du vivant pour sa compréhension enfin, de ses mécanismes et de ses causes, elle est expliquée au moins par 2 grands travaux. Donc, je pense que vous les connaissez tous, qui est d'abord l'origine des espèces de chair d'Halluin, qui, même si au préalable, l'idée de comment dire que la nature était plus humaine avait déjà émergé, disons qu'il apporte le dernier coup et l'édifice, en disant finalement voilà, que les espèces changent, elles ne sont pas immuables, et le vivant qui va avec. Et le deuxième ouvrage qui est excessivement important, alors là, du coup, c'est celui du physiologiste Claude Bernard, avec son introduction à la médecine expérimentale, où justement il injecte cette idée que pour comprendre les mécanismes biologiques, il faut les modifier expérimentalement, en fait, pour voir que les variations qu'on va entraîner vont permettre en fait d'apporter en fait des éléments scientifiques pour améliorer la compréhension de ce qu'on peut observer. Mais finalement, cette idée-là, finalement, en fait, elle n'est pas si récente que ça. En fait, elle est même très très ancienne. Cette idée de modifier le vivant, non pas à des fins scientifiques, mais de modifier le vivant. Et ça, vous le voyez dans l'agriculture. L'agriculture depuis des millénaires, en fait, c'est cette idée justement de modifier le vivant, c'est-à-dire de sélectionner artificiellement des variétés de végétaux ou des races d'animaux, justement. Donc là, à des fins généralement alimentaires, mais aussi esthétiques ou autres. Tout dépend en fait des cultures et des sociétés dans lesquelles on se trouve. Mais en fait, ce qui va vraiment changer en fait au 19e siècle et qui va continuer au 20e siècle, c'est bon. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est extrêmement important de l'avoir en tête, c'est qu'il y a des inventions techniques qui arrivent, qui n'étaient pas là au préalable, où il y a des millénaires, dont la microscopie. La microscopie qui permet justement aux biologistes, aux chercheurs, en fait à nous tous, en fait, de pouvoir accéder à l'infiniment petit, au microscopique, d'accéder en fait aux cellules, aux tissus, et donc de pouvoir effectuer les modifications du vivant non pas à l'échelle macroscopique, ce qu'avait fait l'agriculture depuis des millénaires, mais à l'échelle microscopique. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête, en fait. C'est que, oui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est le changement, finalement, de niveau et le passage à l'échelle microscopique. Ce qui nous permet, du coup, d'arriver, en fait, aux chimères. Les chimères, finalement, en fait, sont une conséquence de ce premier saut épistémologique qui a lieu entre le 19e siècle et le 20e siècle. Et alors, pour donner la définition d'une chimère, donc une chimère, c'est plus ce qu'on a pu apprendre
en cours de latin au collège ou au lycée, où justement c'était cet animal un peu bizarre qui avait une tête de chèvre, une queue de serpent, et voilà. Non, le mot chimère, donc il a une définition précise, ça c'est l'Académie de médecine qui le donne. Du coup, je voulais le dire, c'est exactement un organisme vivant comportant en permanence des cellules ou des tissus issus d'un génotype différent. Donc en fait, deux molécules d'ADN totalement différentes. Et là-dedans, dans ces chimères-là, il faut distinguer deux choses. Donc pareil, là c'est le professeur Ledouarin qui l'explique. On a ce qu'on appelle les chimères intraspécifiques et les chimères interspécifiques. Donc vous le voyez dans le sens étymologique de ces deux mots. Interspécifique veut dire que justement que l'origine en fait de ces tissus ou d'organes différents vient en fait de deux individus différents mais de la même espèce. Interspécifique veut dire que ce sont deux espèces différentes. Donc ce qui permet d'arriver du coup, parce que là, tout ce que je ça veut dire, c'est pour essayer un peu de définir en fait ce vers quoi je veux aller. Ce qui permet d'arriver justement à ces chimères homme-animal, qui en fait qui sont des chimères artificielles, parce que pareil, il faut aussi qu'on ait en tête que les chimères, il y a des chimères naturelles qui existent, même chez nous, même chez l'homme. Ces chimères justement intraspécifiques. Vous l'avez par exemple, ça peut arriver aussi chez nous, chez les mammifères, lorsque deux embryons, lorsque au moment de la fécondation, en fait, ou lorsque deux embryons différents vont fusionner et donner en fait un seul et même être. Et lorsque justement il n'y a pas vraiment totalement séparation, ça peut aussi appeler ce qu'on appelle aussi des siamois, comme vous pouvez le voir aussi. En fait, ce sont des animaux, excusez-moi, des personnes chimériques. Donc, pour obtenir par contre des chimères artificielles, donc là qui donc du coup forcément qui peuvent être inter ou intraspécifiques, il y a deux techniques qui ont été développées pour ça. La première, c'est par injection. Donc, c'est lorsque vous prenez votre embryon et que vous insérez justement des cellules exogènes, donc venant d'un autre individu ou pas d'une autre espèce, dans l'embryon, qui va amener du coup au développement de cet être chimérique. La deuxième, qui est par agrégation forcée en fait de deux embryons. Et cela, évidemment, en fait, à des fins scientifiques, c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que les premières chimères qui ont été créées, et Ledouarin l'a fait aussi, Ledouarin, justement, elle était connue pour ses travaux, pour avoir créé, en fait, des chimères donc interspécifiques Kai-Pool. La finalité était uniquement scientifique. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que au XXe siècle, donc, on a fait ce saut, on modifie le vivant, mais on modifie le vivant uniquement pour comprendre son fonctionnement ou ses causes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Mais à partir des années... Alors, Ledouarin fait ses travaux dans les années 60, mais à partir des années 70 et des années 80, vont naître des chimères toujours animal-animal. Donc, il y avait le rat-souris, bon, ça, assez commun, mais aussi, comment elle s'appelle déjà, les autres, excusez-moi, je les ai notés, c'était des chèvres, oui, c'est ça, chèvres-moutons, où là, finalement, en fait... Et c'est là où vous allez voir du coup le basculement, qui est le deuxième basculement sur lequel on va arriver, c'est qu'elles ne sont plus maintenues au niveau embryonnaire. En fait, on va littéralement les faire vivre. En fait, c'est qu'on va avoir littéralement non plus des embryons, mais des animaux chimériques qui arrivent, donc soit rat-souris et également chèvre-mouton. Donc, et là, finalement, où la bioéthique commence vraiment à s'en mêler, donc c'est pas tellement sur les chimères animal-animal, même si, bon, dans les années 70, il y a quand même un ouvrage assez connu qui s'appelle « La libération animale » du bioticien Peter Singer, qui est déjà, bon, pose un peu les bases d'un questionnement autour de ce qu'on peut ou pas faire, en fait, directement les statuts animaux. En fait, vraiment, la préoccupation bioéthique, elle arrive lorsque, justement, en fait, on crée des embryons chimériques, homme-animal. Alors, il faut savoir que, bon, et c'est là le deuxième saut épistémologique en fait, qui arrive, en fait. C'est que maintenant, on quitte peu à peu cette idée de créer... Enfin, elle est toujours là, mais en fait, il y en a une deuxième qui arrive, où l'idée n'est plus finalement de créer des embryons chimériques, animal-animal ou homme-animal uniquement à des fins scientifiques, mais elle devient en fait à des fins cliniques. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grands types d'embryons qui sont faits, ou plutôt deux types d'animaux chimériques qui vont être construits. Le premier, en fait, ce sont la création d'animaux chimériques porteurs d'organes, à des fins, du coup, véritablement cliniques. Où là, en fait, l'idée, c'est on va utiliser la méthode d'injection. Alors je vais prendre un exemple tout simple, c'est aussi comme ça que Ledouarin l'explique, c'est que l'idée, c'est de prendre des cellules... Enfin, on va partir, par exemple,
on va créer une chimère rat-souris. On va partir du coup en fait d'une souris qui a été génétiquement modifiée pour ne pas produire en fait un organe spécifique, par exemple le pancréas. Et dans cet embryon en fait venu de cette souris-là, en fait, on va injecter en fait des cellules de rat qui n'ont pas forcément été modifiées, mais qui du coup, au moment du développement en fait de notre chimère, en fait, vont remplacer les cellules de souris qui ne pouvaient pas finalement produire en fait ce pancréas. Du coup, on arrive bien en fait à un animal en fait qui est une souris et qui porte un pancréas de rat. Et c'est exactement la même idée qui voudrait être faite justement dans le cas d'animaux chimères homme-animal, où l'idée cette fois-ci, ce serait potentiellement d'utiliser des porcs en raison de leur corpulence et aussi en raison de leur facilité d'élevage, où cette fois-ci, en fait, au lieu de, évidemment, ce ne serait pas pour produire un pancréas de souris ou de rat, mais pour produire un pancréas d'humain. Donc ça n'a pas encore été fait. Je veux dire, on n'a pas encore des porcs qui portent des organes, mais techniquement, il y a un certain nombre de publications qui, depuis les années 2010, sont sorties et qui montrent que techniquement, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas encore fait. Et d'où justement cette première source en fait de tension, on va dire, bioéthique. Et donc la deuxième, donc ça vous l'avez vu, donc le premier sujet, donc c'est la création d'animaux porteurs d'organes humains, et la deuxième, en fait, elle est toujours finalement en fait sur la création. Alors, et celle-là, elle est plus difficile à comprendre, et elle va arriver justement sur le troisième sujet épistémologique dont je vais vous parler. C'est que même le fait de créer en fait des animaux, je veux dire des embryons chimériques homme-animal uniquement à des fins scientifiques, pose aussi problème d'un point de vue moral et non pas scientifique ou technique. Et ça, il y a un comité, alors c'est là où c'est intéressant au niveau international, comment les gens se positionnent, enfin, comment justement les bioéthiciens, les philosophes, mais aussi les scientifiques se positionnent en fait par rapport à ce sujet-là. Alors il y a eu un rapport du comité d'éthique de l'INSERM qui avait été publié en 2019. Alors pas uniquement sur les embryons chimériques, mais sur la recherche sur les embryons en général et sur le fait de construire des embryons, qui peuvent être chimériques ou non, parce qu'il y a plein de façons de construire des embryons d'un point de vue technique en laboratoire, mais de savoir en fait, bon, évidemment, quelles sont les implications morales que ça avait derrière, au final, je veux dire. Et ce qui est intéressant, c'est que le comité d'éthique de l'INSERM était plutôt favorable finalement, était plutôt favorable. Alors, il ne le dit pas explicitement pour les embryons chimériques, mais était plutôt favorable à la construction d'embryons en laboratoire, pour deux raisons très simples. C'est parce qu'en droit, et on va dire un peu en morale en France, il y a une notion, comment dire, pour juger finalement de la moralité d'une pratique, on n'utilise pas en fait les aspects dits, en somme, on va dire déontologiques, enfin plutôt ontologiques. En fait, la question n'est pas de savoir en fait finalement, c'est pas déontologique, c'est ontologique. La question n'est pas de savoir qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que c'est finalement que cet embryon chimérique d'un point de vue moral, mais plus savoir en fait, là c'est l'aspect téléologique, plus savoir en fait à quoi il est destiné. D'où les deux notions de savoir est-ce que c'est une personne potentielle ou est-ce que c'est une personne potentielle en devenir. Et la conclusion de l'INSERM, c'est de dire que si on répond à la négative par ces deux questions-là, il n'y a pas de justification morale, on va dire importante pour s'opposer finalement, au moins dans un cadre scientifique, à la création et à l'utilisation de ces chimères-là. Alors ça, c'est le point de vue de l'INSERM, enfin, du moins du comité d'éthique de l'INSERM, dans son rapport en janvier 2019. Par contre, si on regarde à l'échelle internationale, donc il y a une super systématique review qui était sortie en 2020, tout à fait récente, qui avait essayé de faire le point en fait sur l'ensemble des publications en bioéthique anglophones. Bon voilà, c'est pour nommer un peu tous les biais qu'il y a pu y avoir sur les positions plutôt pour ou contre la recherche chimérique ou pareil, la construction en fait pour des animaux porteurs d'organes. Et le fait est que globalement, la majorité est plutôt réticente à la création de ces chimères homme-animal. Et donc là, on arrive sur le dernier point, c'est que pourquoi finalement en fait c'est plutôt réticente. Et là, on arrive sur encore un autre point épistémologique, c'est qu'il faut savoir c'est que la bioéthique, donc c'est une discipline assez récente, mais globalement, la manière dont elle est pratiquée dans le monde, en fait, elle est plutôt de nature dite philosophique, voire religieuse, selon les sociétés et selon où est-ce qu'on se trouve. Et en Occident, la bioéthique tourne, lorsqu'elle est philosophique, elle tourne principalement autour de deux grandes théories éthiques philosophiques qui sont le kantisme d'un côté et l'utilitarisme de l'autre. Donc le kantisme, on va plus le retrouver justement en France et dans les sociétés plutôt de culture catholique. L'utilitarisme, beaucoup plus en fait dans les sociétés, elles, de culture protestante.
Le kantisme, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une éthique déontologique. C'est en gros, c'est qu'on va juger la moralité d'une action ou d'une pratique en fonction justement de règles, de préceptes, et dans le cas de Kant, en fait, de ces impératifs catégoriques. Et dans le cas de la recherche sur l'embryon, en fait, c'est de savoir si on insère en fait ces cellules humaine dans notre embryon animal, le fait est, comme cet embryon en fait possède finalement des cellules mâles et comment il va se développer, est-ce qu'il ne serait pas finalement, est-ce qu'il du coup il ne rentre pas dans la coupe de certains impératifs catégoriques, comme celui de ne pas l'utiliser comme un moyen, mais comme une fin en soi. Ça, c'est dans le cas du kantisme. Et dans le cas de l'utilitarisme, donc ça, c'est pas ce qu'on appelle une éthique déontologique, c'est ce qu'on appelle une éthique téléologique. Ça veut dire qu'on juge la moralité d'une action, non pas en fonction de règles ou de principes, mais en fonction de la finalité. Et dans le cas de l'utilitarisme, c'est la maximisation du bonheur et la minimisation de la souffrance. Donc la question n'est pas de savoir, donc dans le cas, vous l'avez compris, des embryons chimériques, donc là, c'est pas la question qu'ils soient humains ou non, c'est de manière en général l'ensemble des chimères. Quelle est la souffrance finalement qu'ils vont ressentir. Et donc, moi, de mon point de vue, évidemment, ces théories sont extrêmement pertinentes et il faut qu'elles soient connues. Mais je pense qu'elles ont fait leur temps. Elles ont fait leur temps parce que, au moment où ces théories ont été développées, c'était il y a à peu près 2 siècles, 2 à 3 siècles, les pratiques scientifiques, les connaissances scientifiques, mais aussi cliniques, étaient totalement différentes. Les choses ont évolué. Et même si je pense qu'il faut continuer à les apprendre et à les connaître, je pense qu'il faut apprendre à prendre ses distances. Il faut apprendre ses distances, et ça va permettre derrière, en fait, sur le 3e saut épistémologique dont je parlais. Donc d'abord, pour résumer, on voit que la biologie, en l'espace de 2 siècles, elle est passée, donc, comme on l'a dit, et ça c'est la recherche sur les chimères qui illustre bien, elle est passée d'abord d'une science de la description du vivant à une science de la modification du vivant à des fins scientifiques, à des fins de compréhension du vivant. Et là, finalement, le 2e changement d'abord, c'est finalement en fait de modifier le vivant non plus à des fins scientifiques, mais aussi en fait à des fins cliniques ou à des fins alimentaires. En fait, modifier le vivant pour finalement améliorer en fait la qualité de vie de chacun, la survie du tout d'une certaine manière, souffrant parce que nos sociétés modernes en fait souffrent encore de maladies très très graves, ainsi que aussi toujours en fait de la faim. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est beaucoup de gens en général qui font de la bioéthique qui ne font pas forcément mention à ça. C'est que la personne qui a bon, même si ça peut être discuté, qui a inventé ce néologisme qui est bioéthique, alors n'était pas un philosophe, n'était pas un juriste, c'était justement un biologiste, un oncologue américain de l'université du Wisconsin qui s'appelle Van Rensselaer Potter. Et il a sorti un ouvrage en 1970 où justement il définit ce mot-là. Le livre s'appelle Bioethics, Bridge to the Future. Et il dit 2 choses en fait qui sont intéressantes selon moi. La première, pour définir les raisons de ce terme. Donc, je cite, « La survie de l'homme peut dépendre d'une éthique fondée sur la connaissance biologique, point virgule, d'où la bioéthique. » Et il continue à la fin du livre, « Si notre objectif est la survie et l'amélioration de la qualité de vie de l'espèce humaine, en accord avec les potentialités que l'on peut déjà voir exister et en tenant compte des contraintes imposées par l'écosystème global, il faut pouvoir mener une biologie humaniste véritablement multidisciplinaire. » Et ça, finalement, c'est mon interrogation de savoir si le 3e saut épistémologique, finalement, que la bioéthique pourrait suivre, ne serait pas, en fait, finalement, la bioéthique au sens que Potter l'a défini, que d'autres ont continué, en fait. C'est quoi, en fait, ce 3e saut épistémologique, en fait? C'est remettre le pourquoi dans la science. Parce que je pense que les scientifiques dans la salle le savent, que depuis à peu près 2 siècles, on a développé ce qu'on appelle une science plutôt positiviste, objectiviste, où, pour des raisons historiques, contextuelles, à peu près à la fin du XVIIIe siècle, on a séparé la question du pourquoi du comment dans la science, en disant que la question du pourquoi relevait à la métaphysique ou aux religions ou à la philosophie, et que la science devait uniquement se construire sur la question du comment. C'est ce qu'on appelle l'émergence plus ou moins en fait, de la science contemporaine, enfin du moins de mon point de vue. Parce que la science moderne, celle qui émerge au début de la Renaissance, n'avait pas fait totalement cette césure-là. Lorsque vous vous intéressez aux travaux de Newton, lorsque vous vous intéressez aux travaux de Bacon, on voit bien que la science reste un moyen. Pourquoi? Pour, finalement, soit pour, améliorer notre connaissance, mais finalement, en fait, pour... Il y a cette volonté-là, en fait, de...
non pas faire de la science pour faire de la science, mais faire de la science pour que l'humanité comprenne mieux en fait dans quoi elle vit et finalement en fait améliore mieux sa qualité de vie. Mais pour moi, si on doit passer finalement, enfin si la biologie fait finalement ce saut en fait de ce troisième saut épistémologique, donc de passer finalement d'une biologie à une bioéthique, donc en fait d'une biologie en fait qui réintégrerait la question du pourquoi, il y a quand même un prérequis qui est évidemment en fait le développement dans nos institutions de soins, de recherche et également d'enseignement, du bioéthique rationnelle. C'est quoi une bioéthique rationnelle? C'est donc une bioéthique qui est fondée sur les faits scientifiques et non plus justement sur ces théories éthiques, philosophiques ou religieuses, ou même d'idéologie politique. Le but n'est pas de stigmatiser, entre guillemets, les religions ou la philosophie, et qui, comme j'ai dit, de mon point de vue, ont fait, je pense, leur temps. Et là, on en arrive du coup à l'intégrité scientifique, parce que la pertinence de ces faits scientifiques, de mon point de vue, elle implique justement le développement d'une intégrité scientifique, fondée elle aussi sur des pratiques scientifiques et cliniques réelles. Alors, parce que c'est vrai que finalement, bon, il y a eu pas mal de définitions, et moi je donnerais ces définitions de l'intégrité scientifique. Donc ça, c'est suite à évidemment la lecture du rapport Corvol, mais aussi d'autres rapports. Le rapport Corvol le rappelle aussi. Il y a un certain nombre de travaux, de rapports qui, depuis à peu près les années 70-80, ont été publiés aux États-Unis en particulier, et après justement les différents accords qui ont pu avoir au niveau international, où plusieurs définitions ont pu être données. Mais moi, ma lecture que j'en ferai, c'est que l'intégrité scientifique, si on a une approche un peu synthétique, en fait, c'est un ensemble de valeurs. Une valeur, c'est quoi? C'est un devoir-être. Donc, ces valeurs, c'est quoi? C'est fiabilité, honnêteté, respect. Donc, il faut être un scientifique où la science doit être fiable, honnête, respectueuse, mais aussi un certain nombre de normes. Des normes, c'est quoi? Ce sont des devoirs-faire. Donc, exemple de normes, la reproductibilité des résultats, le consentement libre et éclairé des participants, également, et ça c'est important et c'est nouveau, et je pense que c'est important aussi, le bien-être des animaux de laboratoire. Et qu'on le veuille ou non, ce sont des valeurs et des normes morales, mais pas des valeurs et des normes morales philosophiques ou religieuses. Ce sont vraiment en fait des normes et des valeurs morales scientifiques. Moi, je définis l'intégrité scientifique comme la morale scientifique. Mais encore une fois, parce que souvent, parfois, il y a confusion, la morale, elle n'est pas uniquement philosophique. La morale, simplement, c'est définir un certain nombre de préceptes, de règles dans une communauté qui permet de définir en fait quelles sont finalement les actions ou les pratiques souhaitables ou non dans l'intérêt en fait de cette communauté, de ce groupe et de ce qu'ils cherchent. Donc voilà pourquoi je définis l'intégrité scientifique comme une morale scientifique. Et si elle est une morale scientifique, et là on revient finalement en fait à cette idée de bioéthique rationnelle, et ça c'est important, et ça c'est surtout la tendance qu'il ne faudrait pas qu'elle prenne, c'est qu'elle doit reposer non pas elle-même, ses normes et ses valeurs morales scientifiques ne doivent non pas non plus reposer sur des normes et des valeurs morales philosophiques, religieuses ou même politique, mais justement sur l'analyse, sur les pratiques scientifiques ou cliniques elles-mêmes. Et cela, ce n'est pas uniquement dans l'intérêt des scientifiques et de la science, mais en fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ce que j'ai pu voir en fait en travaillant un peu sur les chimères, et ce que je vais encore continuer de voir, c'est que finalement, en fait, les chimères, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En fait, c'est que si vous vous intéressez finalement en fait à l'ensemble des sujets, les grands thèmes qu'on trouve aux bioéthiques, l'enjeu en fait est toujours le même. En fait, elle est toujours sur cette question de ces trois sauts épistémologiques qui vont arriver. Donc, je rappelle, la première d'une description à la modification à des fins scientifiques, deuxième d'une modification à des fins scientifiques à des fins cliniques, alimentaires, et peut-être un troisième saut qui est cette idée de remettre la question du sens, du pourquoi dans la biologie, et finalement que la bioéthique, en fait, finalement, soit l'aboutissement de cette nouvelle biologie. Ça, c'est un questionnement. Il n'y a pas de preuve, etc. C'est la réflexion que j'ai pu avoir sur ce travail. Et évidemment, tout ce que je viens de dire est totalement discutable et évidemment à discuter. Donc, je vous laisserai du coup avec ce take-home message. Donc, le développement de la recherche sur les chimères montre une nouvelle fois la nécessité pour la science ainsi que la société du développement d'une véritable bioéthique rationnelle, fondée sur des faits scientifiques, dont la crédibilité nécessite, elle, le développement d'une intégrité scientifique, soit des valeurs et des normes morales scientifiques reposant non pas sur des valeurs et des normes morales philosophiques, religieuses ou politiques,
ou même, et ça c'est important, il ne faudra pas qu'on ait aussi cette tentation-là, une construction purement administrative ou juridique, ce qui a été le cas justement, le professeur Harvey l'avait rappelé hier, ce qui a été le cas justement de l'éthique médicale et de la bioéthique, dont dans de nombreux pays, dont la France, mais des pratiques scientifiques ou cliniques elles-mêmes. Et cela, je le répète, c'est important dans l'intérêt de la science et des scientifiques et de la société, de ces individus. Je vous remercie.